Merci à tous d'être là. Merci surtout à Camille de se joindre à nous pour ce séminaire mensuel idée. Tu vas, Camille, nous présenter ton- votre projet sur Parcoursup. Ouais, On a 1 heure, on essaie de laisser une dizaine de minutes à la fin pour des questions générales. ouais, super. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc, je suis Camille Terrier, je suis professeure à l'Université Queen Mary à Londres et je vais présenter les résultats d'une étude qu'on a faite sur le rôle que joue la confiance en soi dans les vœux d'orientation des élèves dans le supérieur. Donc dans Parcoursup. Et c'est une étude que j'ai faite en partenariat ou en collaboration avec Rustam Akimov et Renke Schmacker, 2 collègues de l'Université de Lausanne où j'étais jusqu'en septembre. Et donc juste pour motiver un peu, pourquoi on s'est intéressé à cette question de la confiance en soi et du rôle qu'elle joue dans les choix d'orientation des élèves, c'est parce qu'on sait en France et en fait dans plein d'autres pays que l'accès aux études supérieures est encore très inégal, à la fois d'un point de vue social et d'un point de vue de genre. Et donc j'aime bien utiliser cette citation de Raj Chetty aux États-Unis, qui a montré que les enfants dont les parents se situent dans le top 1% de la distribution des revenus ont une probabilité de s'inscrire dans une université d'élite qui est 77 fois supérieure à celle des enfants dont les parents se situent dans dans les 20% les plus bas de la distribution des revenus. Et quand j'ai vu cette stat, j'ai trouvé ça assez frappant et je me disais, ah, j'aimerais bien savoir en France où est-ce qu'on se situe. Et par chance, il y a 2 doctorants qui récemment ont utilisé ces données aux États-Unis. Donc, c'est Cécile Bonneau et Sébastien Grosbon qui ont montré exactement quasiment les mêmes inégalités en France en montrant par percentile ou par revenu des parents quelle est la probabilité que leurs enfants accèdent à l'enseignement supérieur. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les niveaux d'inégalité en France sont relativement similaires à ceux des États-Unis. Donc ça, c'était une première motivation. On sait, alors que c'est un constat quand même qui a été fait depuis des années, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour essayer de lutter contre l'inégal accès à l'enseignement supérieur. Et pourtant, en 2020-2022, on se retrouve encore avec un gradient assez fort et des inégalités qui persistent. Un deuxième constat, c'est qu'on a aussi des inégalités de genre dans l'accès aux études supérieures. Là, c'est des inégalités qui sont assez différentes dans le sens où les femmes, en moyenne, sont bien plus nombreuses à la fois à aller dans l'enseignement supérieur et à diplômer de l'enseignement supérieur. En revanche, là où on observe encore des inégalités et de l'autocensure, c'est que si on prend un homme et une femme, ou un garçon et une fille, enfin j'utilise un peu alternativement les 2 termes, qui ont des notes similaires au lycée et en terminale, les femmes ont encore tendance à s'inscrire dans des filières qui sont moins prestigieuses et à choisir des, des disciplines à l'université qui mènent à des salaires qui sont plus faibles. Donc là, c'était un peu le constat qu'on a fait du point de vue des inégalités à la fois sociales et de genre. Et c'est un constat qui n'est pas du tout spécifique à la France et qui a mené à beaucoup d'études pour essayer de comprendre d'où viennent ces inégalités. Donc, je mentionne ici juste quelques-unes des raisons qui peuvent expliquer ces inégalités. Il y a bien entendu des contraintes budgétaires, notamment dans les systèmes éducatifs où l'enseignement supérieur est très cher. Il y a des études qui ont été faites sur quel rôle jouent les préférences. Peut-être que les filles et les garçons n'ont pas les mêmes préférences, ce qui explique en partie les différences de choix d'orientation. Il y a des études aussi qui ont été faites sur l'accès à l'information. Il est possible, voire probable, que les élèves, en fonction de leur origine sociale, n'aient pas le même accès à l'information sur quelles sont les formations qui sont disponibles et aussi quels sont les retours ou les bénéfices en termes de salaire, en termes d'éducation, euh, à se joindre à différents types de formations. Euh, et enfin, plus récemment, il y a des études qui ont montré que avoir un système d'admission qui est plus complexe et dans lequel il y a plus d'incertitudes sur les chances d'admission, notamment, où
un système dans lequel il y a plus d'incertitude sur le fait d'avoir des aides financières, ça, c'est toutes des raisons qui peuvent contribuer à avoir des inégalités, notamment du point de vue social, dans l'accès à l'enseignement supérieur. Un angle qui a été un peu moins étudié, c'est celui des ce qu'on appelle, nous, les barrières comportementales, notamment la confiance en soi. Et donc, c'est ce à quoi on s'intéresse dans cet article. Et donc, pourquoi s'intéresser à la confiance en soi, en particulier dans un contexte de choix éducatif et de choix de formation dans le supérieur? Je pense qu'il y a deux raisons principales pour lesquelles on aimerait arriver à quantifier quel rôle joue la confiance en soi dans les choix d'études des élèves. Le premier, c'est en termes de performance du processus d'allocation, du processus de choix d'enseignement supérieur. Pour deux raisons qui sont assez intuitives. Si on observe un manque de confiance en soi chez les élèves, ça peut assez intuitivement réduire leur candidature dans les filières les plus prestigieuses. Et une fois que toutes les allocations sont faites, les élèves qui, par manque de confiance en soi, n'ont pas candidaté dans ces programmes ou dans ces formations les plus prestigieuses, pourraient regretter parce qu'ils réalisent qu'en fait, ils auraient pu être admis dans ces formations-là. De même, l'excès de confiance en soi peut être coûteux du point de vue de la performance du processus. Et ça, on a des études qui montrent ça dans d'autres pays, que les élèves qui ont un excès de confiance en soi, parfois, ils ne classent pas les programmes les plus, dans lesquels ils ont des chances d'admission qui sont élevées. Et donc, dans ce cas-là, ça augmente pas mal les chances qu'ils finissent sans aucune offre d'université. Et donc, ils doivent aller au deuxième ou au troisième tour d'admission quand ils existent. Et une deuxième raison pour laquelle on s'intéresse au lien entre la confiance en soi et au choix, d'éducation de l'enseignement supérieur, c'est parce qu'en fait, il y a des conséquences en termes d'équité et d'égalité assez importantes. Donc, on sait dans la littérature, il y a une assez grosse littérature qui montre qu'il y a des différences de confiance en soi, à la fois en fonction du genre et social. Donc, nous, ce qu'on va montrer dans la première partie de l'article, qui est de documenter ces inégalités-là dans le contexte français, en fait, on sait que dans d'autres contextes, ça a déjà été documenté. Et notamment qu'en moyenne, les filles ont tendance à avoir moins confiance en elles que les garçons et que souvent les élèves d'origine sociale plus défavorisés ont tendance à avoir moins confiance en eux que les élèves d'origine sociale plus favorisés. Donc ça a été très bien démontré. Un lien qui manque, c'est quel est l'effet de ces différences de confiance en soi sur les choix d'orientation. Et assez intuitivement, c'est un lien qui est très important parce que si manquer de confiance en soi, c'est synonyme de choix d'orientation moins prestigieux, ça peut être un problème si les formations prestigieuses ont des valeurs ajoutées plus importantes. Et ça, on sait dans la littérature, à nouveau, pas forcément en France, mais il y a pas mal d'études qui montrent que les formations prestigieuses, et alors par prestigieuse, hein, il y a différentes définitions qui ont été utilisées en fonction des études, mais le point, c'est de montrer que certaines de ces formations ont des valeurs ajoutées plus élevées. Et qu'est-ce qu'on entend par valeur ajoutée plus élevée? C'est que une façon de le mesurer, c'est que les salaires à la sortie de ces formations sont plus élevés. Et donc que l'autocensure, notamment sociale, dans les choix d'orientation pourrait contribuer à des différences à la fois dans le taux d'emploi après les études et à des différences dans les salaires. Et il y a aussi des études plus récentes qui montrent que ces formations prestigieuses, non seulement elles ont une valeur ajoutée qui potentiellement est plus élevée que d'autres formations, et qu'en plus la valeur ajoutée est d'autant plus élevée pour les élèves d'origine sociale défavorisée. Donc ces élèves d'origine sociale défavorisée, ils bénéficieraient plus que les autres de ces formations-là. Donc à partir de tout ce constat-là, nous, on s'intéresse à 3 questions de recherche plus spécifiquement dans le cas français. La première, c'est existe-t-il des écarts de confiance en soi selon le genre et l'origine sociale des élèves? Une fois qu'on a fait ce constat de différence de confiance en soi, la deuxième question assez naturelle, c'est quel est l'impact de ces écarts sur les candidatures et les admissions dans l'enseignement supérieur? Et
la troisième question de recherche à laquelle on s'intéresse, c'est est-ce que en designant une intervention qui vise à corriger chez les élèves leur manque de confiance en soi ou alors leur excès de confiance en soi, est-ce que si on met en place cette intervention et qu'on l'évalue de façon pour pouvoir mesurer l'effet causal de l'intervention, donc nous on a mis en œuvre une évaluation aléatoire où une partie de l'échantillon recevait cette l'information qui corrige le manque ou l'excès de confiance en soi et l'autre partie de l'échantillon ne recevait pas l'information. Et ce qu'on a cherché à comprendre, c'est est-ce que cette intervention elle réduit le rôle qui est joué par la confiance en soi dans les candidatures et les admissions dans le supérieur. Autrement dit, est-ce qu'une fois qu'on informe les élèves, ils candidatent uniquement en fonction de leurs notes et plus en fonction de leur perception de où ils sont dans la distribution? Et je vais revenir un peu sur comment on mesure ça. Et la deuxième question, c'est est-ce que cette intervention, elle permet de réduire les inégalités de genre et social dans les candidatures et les admissions dans le supérieur? Donc, pour vous, pour résumer en une slide, quelle est la méthode qu'on a utilisée et quels sont les principaux résultats de notre analyse? Donc, on a procédé vraiment en 3 étapes. Dans un premier temps, on a mesuré la confiance en soi de plus de 2000 étudiants français qui sont en terminale. Et pour ce faire, on a utilisé des données d'enquête parce qu'en fait, on n'a pas de données dans les données administratives, il n'y a pas d'informations sur la confiance en soi des élèves. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé nous-mêmes une enquête et j'expliquerai un peu plus tard comment on a fait pour avoir ces 2000 étudiants qui ont participé. La façon dont on mesure la confiance en soi, c'est en demandant aux élèves, au vu de ta moyenne générale, où penses-tu te situer dans la distribution des notes? Et on a des élèves, nous on connaît leur position réelle, et donc on va observer qu'on a des élèves qui sous-estiment où ils sont dans la distribution et des élèves qui surestiment où ils sont. Et ce qu'on observe ici, c'est que si on considère les meilleurs élèves, donc c'est grosso modo les élèves qui ont la mention très bien au bac ou pendant leur année de terminale, les filles et les élèves d'origine sociale défavorisée sous-estiment, donc sont beaucoup moins confiants que les garçons et les élèves d'origine sociale plus favorisés. Autrement dit, ils sous-estiment nettement plus leur position dans la distribution des notes. La deuxième étape, c'est qu'on a appareillé ces données d'enquête avec les données administratives de Parcoursup pour pouvoir faire le lien entre la confiance en soi des élèves et qu'on a mesuré avant la date limite de soumission des vœux sur Parcoursup. Et ce qu'on voulait, c'est pouvoir regarder quel est l'effet de cette confiance en soi sur les vœux réels reportés par les élèves. Donc, on a utilisé les données administratives de Parcoursup qui nous donnent l'information sur les vœux reportés, les offres que les élèves obtiennent et les offres qu'ils acceptent, donc leur affectation finale. Et là, ce qu'on observe, à nouveau de façon encore descriptive, c'est que la confiance en soi est fortement associée à des candidatures plus prestigieuses. Et ça, c'est à nouveau toujours conditionnellement à 2 élèves qui ont exactement les mêmes notes. C'est vraiment la perception de où ils sont dans la distribution qui va impacter les vœux qu'ils reportent et du coup aussi les allocations, la formation finale dans laquelle ils vont être à la rentrée. Et la troisième étape, à partir de ces 2 constats, c'est de mettre en œuvre notre intervention qui vise à corriger le manque et l'excès de confiance en soi. Donc, comme je le mentionnais, hein, l'intervention, elle est très simple. Une fois qu'on a observé qu'on a des élèves qui surestiment leur position dans la distribution ou qui sous-estiment leur position dans la distribution, nous, ce qu'on va faire, c'est juste leur donner l'information qu'ils n'ont pas, mais qui est une information simple, c'est voilà ta position dans la distribution. Donc, pour tous les élèves qui sous-estimaient leur position, en fait, c'est une information positive parce que on booste dans un sens leur confiance en soi. Pour tous les élèves qui étaient surconfiants ou qui avaient un excès de confiance en eux, inversement, ils vont réviser un peu à la baisse leur perception de leur position dans la distribution. Donc, on va un peu réduire leur confiance en soi. Ce qui pose de façon assez évidente la question de est-ce qu'on a les mêmes effets de traiter des élèves qui ont un excès de confiance en eux versus des élèves qui ont un manque de confiance en eux. Et comme on va le voir, on n'a pas les mêmes effets, mais c'est intéressant de regarder les deux. Et ce qu'on trouve, c'est que cette intervention, donc corriger
le manque ou l'excès de confiance en soi. Ça réduit très nettement le rôle que joue la confiance en soi dans les choix de formation. Donc, une fois que dans ce groupe traité d'élèves, ils vont candidater uniquement en fonction de leurs notes et de leur réel rang dans la distribution et non plus en fonction de leur perception de leur rang. Et on regarde aussi quel est l'effet de l'intervention sur les écarts de genre et sociaux, à la fois dans les candidatures, dans les formations prestigieuses, et on regarde les candidatures notamment en CPGE, qui est un des indicateurs de est-ce qu'ils candidatent dans les formations prestigieuses, est-ce qu'il y a de l'autocensure. Et ce qu'on voit, c'est que l'intervention, elle réduit les écarts de genre de 72% dans les admissions en CPGE et de 95% pour les écarts sociaux. Donc là, sur les écarts, et ça c'est pour les élèves qui sont tout en haut de la distribution, donc c'est les élèves qui ont au moins 16 de moyenne au contrôle continu. Donc on trouve des effets énormes sur les écarts de genre et sociaux. Donc dans la présentation, je regarde juste l'heure. OK. Dans le reste de la présentation, alors je vais vous présenter un peu le contexte institutionnel, même si j'imagine que pour une audience française, je n'ai pas besoin de donner trop d'informations là-dessus. Je vais expliquer quelles sont les données qu'on a collectées et comment on a procédé pour les collecter. Je vais ensuite vous montrer les résultats qu'on a sur l'Excel déficit de confiance en soi, qui est concerné, quel rôle joue la confiance en soi dans les choix d'orientation. Et ensuite, je vais vous montrer quel est l'effet de l'intervention, à la fois sur le rôle qui est joué par la confiance en soi dans les choix d'orientation et quel est l'effet sur les inégalités de candidature. Enfin, je vois qu'il y a Gabrielle, tu as une question? Oui, bonjour Camille. Les résultats que tu as l'air de trouver sont extrêmement impressionnants au regard de la littérature sur les effets des interventions d'information qui trouvent en général des effets beaucoup plus petits. Ouais. Du coup, j'essayais de comprendre, est-ce que ça pourrait être lié au fait que vous regardez vraiment tout en haut dans la distribution? Est-ce que vous êtes vraiment uniquement concentré là-dessus ou est-ce que vous avez aussi regardé l'impact sur d'autres groupes? Ouais. Et si oui, est-ce que les effets sont aussi forts ou moins forts? Enfin, voilà. Ouais. Non, tu as raison. Là, les résultats que je montre ici, ça, c'est vraiment pour les élèves, en gros, les mentions très bien. La raison pour laquelle on s'intéressait principalement à ces élèves-là, c'est que, en fait, tu verras que quand je montre les résultats sur la confiance en soi, les plus gros écarts de confiance en soi, c'est vraiment pour les meilleurs élèves en haut de la distribution. Pour les autres, on a des écarts, en gros, ça va vraiment crescendo. Pour les élèves qui n'ont pas de mention ou mention assez bien, on a des écarts relativement faibles, voire non significatifs. Et à partir du moment où on passe aux mentions bien et les mentions très bien, là, on a des écarts énormes qui apparaissent. C'est pour ça qu'on ne s'attendait pas à ce que corriger le manque ou l'excès de confiance en soi, ça a un effet sur les écarts de genre ou sociaux plus bas dans la distribution. Et en pratique, c'est ce qu'on trouve. Si on regarde plus bas dans la distribution, ça a très peu d'effets. C'est vraiment le haut de la distribution où on trouve des effets. Et clairement, on était aussi surpris parce que a priori, je me disais, au vu de la littérature, on sait que fournir de l'information, en général, ça a un effet assez marginal. Et on était surpris de trouver des effets aussi forts. Mais il faut bien garder en tête qu'en effet, c'est des effets uniquement pour le haut de la distribution. Si on prend juste l'effet moyen sur toute la distribution, on aurait des effets beaucoup plus faibles. Alors, pour commencer avec le contexte institutionnel, bon là, je vais être relativement rapide parce que je pense que tout le monde est assez familier avec le système français où on a les collèges, ensuite 3 types de lycées, général, technologique et professionnel. Dans notre étude, dans les données d'enquête qu'on a collectées, on a des élèves des 3 types de lycées. La grande majorité sont des élèves de lycée général. Donc, pour les résultats que je vais vous présenter, ils s'appliquent aux élèves de lycée général. Ensuite, les élèves passent le bac et ils choisissent des formations dans le supérieur. Nous, je présente ça parce que j'ai ordonné ici les formations un peu plus ou moins du plus prestigieux au moins prestigieux. Un des outcomes auxquels on s'intéresse, nous, c'est est-ce que les élèves classent au moins une classe préparatoire? Donc, je vais vous montrer pas mal de résultats là-dessus. Et ensuite, ce qu'on a fait, je parle beaucoup de prestige des institutions. On pourrait utiliser d'autres termes. La façon dont on l'a mesuré, c'est pour chacune de ces formations, on a regardé quelle est la note moyenne au bac des élèves. Et en pratique, dans les données de Parcoursup, on n'a pas les notes, mais on a la mention. Donc, en pratique, pour mesurer le prestige d'une institution, ce qu'on a fait, c'est la mention moyenne des élèves dans chacune des institutions.
Voilà. Et quand je parle de prestige, vous allez voir souvent, je vais parler parmi toutes les candidatures qu'ont fait les élèves. On va parler du prestige maximum, donc c'est le prestige de la formation la plus prestigieuse à laquelle ils ont candidaté, et le prestige minimum, qui est le prestige de la formation la moins prestigieuse à laquelle ils ont candidaté. L'idée étant de regarder un peu, est-ce qu'il y a un panel de formations auxquelles ils candidatent. Est-ce qu'ils ont des options qui sont des options un peu sécurisées et des options qui sont des options ambitieuses. Donc voilà ce qu'on regarde. Nous, on a fait notre étude en 2021 et donc en 2021, on avait 400 000 étudiants de bac général qui ont formulé des vœux sur Parcoursup avec 14 000 formations. Et les élèves, puisque c'était déjà sous Parcoursup, donc les élèves fournissent une liste de 10 formations non ordonnées. Et c'est les données qu'on a dans Parcoursup. Et ensuite, comme vous le savez sûrement, les formations envoient des offres aux élèves qui peuvent recevoir plusieurs offres et qui ont quelques jours pour accepter ou rejeter les offres. Et les offres rejetées sont ensuite envoyées à d'autres élèves plus bas dans la liste. Donc, c'est la façon dont ça fonctionne. En 2021, la phase de candidature sous Parcoursup était du 20 janvier au 11 mars. La phase d'admission était entre le 27 mai et le 16 juillet. Un point important, c'est qu'au moment de candidater, les élèves n'ont pas encore les résultats au bac, qu'ils passent en juin à ce moment-là. Enfin, maintenant, le bac a été un peu, certaines épreuves ont été avancées, mais en 2021, les élèves passaient le bac en juin. Donc, quand ils candidatent, l'information qu'ils ont, c'est l'information sur leur moyenne générale. Ils ont toutes les informations qui sont sur leur bulletin scolaire. Notamment la moyenne qu'ils ont dans chacune des disciplines, la moyenne et la moyenne générale. Ça, c'est un point important pour nous et c'est un élément intéressant du contexte français parce qu'au moment de candidater, en fait, quelle information ont les étudiants dans la distribution des notes? On sait que leur perception de où ils sont dans la distribution des notes, elle est surtout basée sur leur moyenne générale puisque contrairement à d'autres pays, il n'y a pas d'examen centralisé d'admission aux universités qui informe les élèves, qui leur envoie les résultats à la maison et qui leur dit voilà ton rang à l'échelle nationale. Ça n'existe pas en France. Donc les étudiants, en fait, ils connaissent très bien leur rang dans leur classe parce que ça, c'est une information qui est disponible sur les bulletins scolaires. En revanche, ils ne connaissent pas leur rang à l'échelle nationale. Et c'est un élément intéressant qui n'est pas unique à la France. Il y a beaucoup d'autres pays qui sont dans ce cadre-là. Mais ça fait qu'il y a une incertitude sur le rang national, d'où l'importance du rang perçu pour les élèves et d'où le fait que dans notre contexte français, il peut y avoir pas mal d'erreurs de perception du rang à l'échelle nationale. Ensuite, un deuxième point important du processus d'affectation en France, c'est que les critères d'admission dans le supérieur sont pas complètement transparents. Et par ça, ce que j'entends, c'est que les formations sont libres de leurs critères d'admission. En 2021, et ça a évolué un peu d'année en année à partir de l'introduction de Parcoursup, en 2021, les formations devaient indiquer sur Parcoursup quels sont les critères qu'elles vont utiliser. Donc, les élèves connaissaient ces critères. Par exemple, ils savent si la formation va utiliser la moyenne générale ou pour certaines filières plus scientifiques, la moyenne des notes en maths, la moyenne des notes en physique. Il y a aussi certains critères qui sont plus de l'ordre du non cognitif, comme la motivation, la persévérance des élèves, qui sont évalués par les fiches qui sont envoyées par les établissements scolaires. En revanche, l'information que les élèves n'ont pas, c'est quels sont les poids de chacun des critères. Et donc, dans ce contexte où les élèves, en fait, ne peuvent pas exactement savoir où ils se situent, comment ils vont être évalués de façon précise par les établissements scolaires, les élèves, en général, ont tendance à se baser sur leur moyenne générale pour déterminer leurs chances d'admission dans les programmes. Et ce qu'on montre, c'est qu'en fait, en pratique, ils ont raison de se baser sur leur moyenne générale parce que si on regarde les offres qui sont envoyées jour par jour, ce qu'on voit, c'est que les premières offres envoyées par la plupart des programmes, enfin par tous les programmes, vont à des élèves qui ont des moyennes générales plus élevées et qu'au cours du temps, la moyenne générale des élèves qui reçoivent des offres descend. Donc, c'est un assez bon indicateur des chances d'admission que d'utiliser la moyenne générale par les élèves. Donc, en termes de données, comme je le disais, on a combiné des données d'enquête avec des données administratives de Parcoursup
pour les données d'enquête, on a demandé à des élèves de remplir un questionnaire. Nous, l'échantillon qui nous intéressait, c'était des élèves de terminale qui étaient candidats sur Parcoursup en 2021. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des publicités sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Snapchat et sur Facebook. Et on avait un lien vers notre enquête dans ces publicités. Les participants, on leur indiquait que s'ils participaient, ils pouvaient gagner des bons cadeaux Amazon et ils pourraient être tirés au sort pour gagner ces bons cadeaux d'une valeur de 100 €, si je me souviens bien. Et dans cette enquête, on va mesurer la confiance en soi. Et je vais dire exactement comment on le fait dans les slides qui viennent. Et c'est aussi à travers cette enquête qu'on a pu randomiser, donc de façon aléatoire, tirer au sort 50% de notre échantillon à qui on donnerait l'information sur leur rang réel dans la distribution et 50% de l'échantillon à qui on ne donnerait pas cette information. Donc, tout était dans l'enquête. Et ensuite, on a utilisé les données administratives de Parcoursup qui nous donnent l'information sur les candidatures, les offres reçues par les élèves et l'affectation finale. On a procédé à l'enquête durant les 3 semaines qui précédaient la date limite pour soumettre les vœux. Et la raison principale, c'est que les vœux réels reportés par les élèves, c'est un des résultats auxquels on s'intéresse. C'est pour ça qu'on a fait l'enquête à cette période-là. Et donc, plus spécifiquement, dans notre enquête, on a commencé par poser des questions aux élèves sur leurs informations démographiques, quelle est leur date de naissance, leur genre, leur code postal, l'école dans laquelle ils sont. On a aussi demandé quel est l'INE, et c'est en posant cette question sur l'INE, leur identifiant national étudiant, qui va nous permettre de faire l'appariement avec les données de Parcoursup. Camille, vous avez beaucoup de gens qui sont capables de te donner leur INE? Alors ça, on a aussi mis des incitations financières à ce qui donne l'INE. Et non, je crois qu'il y a 70%, on a quand même 70% qui l'ont donné. Pour tous les autres, on a dû faire un appariement basé sur les autres informations qu'on avait pour les retrouver dans les données. Et ce qui te permet de faire l'appariement, c'est que tu demandes aux gens le consentement au moment de l'enquête pour apparaître avec les Parcoursup. D'accord. Ensuite, oui. Oui, excuse-moi. Juste pour continuer sur la question de Marc, quand il y a 70% qui ont donné l'INE, c'est au sein de ceux qui ont terminé l'enquête, on est d'accord, parce qu'il y en a aussi potentiellement plein qui ont juste éteint la fenêtre à partir du moment où on leur a demandé l'INE, j'imagine, non? Oui, ça, je ne sais pas exactement quel pourcentage sont partis. Mais en fait, on demandait l'INE à la toute fin. C'était une des dernières questions. Et en fait, l'INE c'était pas obligatoire de renseigner l'INE parce que justement, on ne voulait pas que les élèves quittent s'ils n'avaient pas cette information. Donc, en pratique, je pourrais regarder, mais je ne crois pas qu'on ait beaucoup d'étudiants qui aient pris la peine de remplir tout le questionnaire. Et quand ils ont su parce qu'ils savaient que c'était la toute fin du questionnaire, qui ont quitté sans avoir l'information. Parce qu'on leur disait clairement qu'ils pouvaient passer s'ils n'avaient pas l'information. Ok, merci. Mais par contre, le consentement, tu le demandes au début ou tu le demandes à la fin? Oui, le consentement, on l'a demandé au début. Oui, d'accord, ok, avant de randomiser. Ouais, ok. Et juste, je ne vais pas lever la main non plus, mais genre, vous savez combien de gens ont commencé à répondre à l'enquête par rapport au nombre de gens qui ont effectivement, les gens qui ont ouvert la fenêtre et en gros, c'est quoi le taux de l'échantillon qui ne sont pas allés jusqu'au bout, quoi? Ouais, on l'a dans le papier. J'avoue que je ne sais plus quelle est l'attrition pendant l'enquête, je ne sais plus. Mais je peux te le dire parce qu'on a le tableau dans le papier parce qu'en fait, on a même le tableau qui montre parmi tous les élèves qui ont vu la pub sur Instagram, et je crois que là, on est à 500 000. Ensuite, qui ont cliqué sur le lien pour être redirigés vers l'enquête. Et donc, si tu veux vraiment toutes les stats détaillées, on a tout dans le papier, dans un des tableaux dans l'appendice, dont je ne me souviens plus exactement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment exposer énormément les élèves aux pubs en ligne, enfin sur les réseaux sociaux, pour pour ensuite qu'ils cliquent et ensuite qu'ils commencent l'enquête, qu'ils acceptent le consentement et pour avoir notre échantillon final. L'échantillon final, en fait, était un peu plus... Là, on utilise 2000 observations parce que c'est uniquement les bacs généraux.
En pratique, on en avait pas mal plus, notamment des bacs professionnels et technologiques qu'on a décidé au final de ne pas intégrer dans l'analyse, notamment parce que quand on leur demande où es-tu dans la distribution, cette distribution des notes-là, c'est uniquement pour les élèves de bac général. Donc, on s'est dit, mais donc, on avait un échantillon un peu plus gros. Il y a deux questions de F. Marot, je m'excuse, je ne connais pas votre nom, Bonjour. et puis ensuite de Louis, allez-y. Donc Françoise Marot, je travaille donc à la mission orientation du scolaire vers le supérieur qui porte en partie Parcoursup avec le SCN. Juste une petite précision, c'est concernant l'INE, en fait, quand les élèves de terminale s'inscrivent sur la plateforme avant de formuler leurs vœux, la première chose qu'on leur demande, c'est quel est votre INE. Ouais. Donc globalement, une majorité d'entre eux a le numéro en sa possession, quoi. Et d'ailleurs, je crois, il faudrait que je vérifie. En fait, on avait vérifié ça. En effet, l'INE, la période de candidature sur Parcoursup, c'est une des périodes où ils sont le plus probable de connaître leur INE parce que, comme le disait Madame, ils en ont besoin pour s'inscrire sur Parcoursup. Et vu qu'on était dans la fenêtre des 3 semaines qui précèdent et que souvent, en fait, ils se connectent une première fois à Parcoursup, ils créent un compte, ils regardent un peu tout comment ça fonctionne et ensuite, ils finalisent leurs vœux. On avait de la chance dans un sens parce qu'ils ont souvent l'INE sous la main. Je crois qu'il y a une autre question de Oui, Louis. ouais, oui. Oui, j'ai plusieurs questions en fait. Donc, on compare la moyenne générale, mais est-ce qu'on prend en compte l'établissement de provenance? C'est-à-dire que malheureusement, je suis pas sûr qu'on puisse comparer des moyennes entre des lycées du centre-ville de Paris et des lycées, des lycées REP+, par exemple. Donc, est-ce que c'est pris en compte pour un peu normaliser les notes? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des effets de diffusion? C'est-à-dire que est-ce que on voit dans les données que en fait les participants sont concentrés dans quelques lycées et auquel cas on peut imaginer que c'est parce que la personne, le premier utilisateur a parlé à ses amis, etc. et qu'on a des effets de diffusion de la plateforme comme ça? Ou est-ce que c'est vraiment totalement aléatoire? Alors, bah ça, je le montre ensuite. J'ai un tableau sur les stats descriptives où je ne montre pas exactement établissement par établissement, mais par contre, nous, une chose qui nous importait, c'est que tous les élèves ne viennent pas de la région parisienne, ou la compétition pour les établissements, enfin, en gros, les vœux d'affectation peuvent être un peu différents. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une très, très bonne représentation de notre échantillon d'enquête en termes de Paris versus, enfin, Île-de-France versus pas Île-de-France. En termes de cluster établissement, on pourrait regarder. Je ne crois pas qu'on ait vraiment regardé si... on pourrait donner l'information sur de combien d'établissements viennent les élèves de notre enquête. Ça, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on fait. J'ai un tableau après où je montre, en gros, pour la validité externe ou pour la représentativité de notre échantillon. On a une relativement bonne représentativité. Moi, j'étais positivement surprise à la fois sur où est-ce qu'il se situe dans les notes et en termes de représentation géographique. Donc voilà, ça c'est pour répondre à la deuxième question. Sur la première, alors c'était un gros sujet pour nous, la question de enfin un gros sujet. Ce qui est sûr, c'est que donc on va voir que les élèves qui sont au haut de la distribution, ils ont tendance à sous-estimer où ils sont dans la distribution des notes, ce qui potentiellement pourrait venir du fait qu'ils sont un peu sous-notés et que du coup, quand ils doivent se comparer aux élèves à l'échelle nationale, ils ont tendance à se percevoir comme plus bas dans la distribution. Quelque chose qu'on a voulu tester, c'est la question de l'harmonisation des notes et c'est ce que tu mentionnais, le fait que, parce qu'il y a un gros débat sans aucune, je pense, documentation ou statistique sur est-ce que les établissements du supérieur harmonisent les notes, notamment en fonction des établissements favorisés, défavorisés et tout. Ma perception, j'en ai parlé un peu à différents acteurs, ma perception, c'est que si ça existe, c'est pour une minorité d'établissements très sélectifs de Paris. Et ce qu'on a fait pour le tester, c'est qu'on a regardé conditionnellement aux notes, est-ce que les élèves de différents établissements ont des chances différentes d'intégrer une même formation? Parce qu'en fait, si on a des harmonisations de notes, les élèves à note égale ou à note égale au bac notamment devraient avoir des chances différentes d'intégrer une même formation. Et on a trouvé très, très peu de différences en pratique. Ce qui ne veut pas dire que
Ça n'existe pas, mais ça semble pas être si on considère la France entière, ça semble pas être une pratique qu'on vérifie, nous, dans les données de façon énorme. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que pour le profil global qui est les élèves qui sont en haut de la distribution ont tendance, en moyenne, quelles que soient les caractéristiques, à sous-estimer leur position dans la distribution. Les élèves qui sont plutôt dans le bas de la distribution ont tendance à surestimer leur position, leur rang dans la distribution. Ça, en fait, ça peut être tiré par différentes explications. Et un point qu'on fait, nous, c'est en fait ce qui nous intéresse. Ce serait intéressant de comprendre pourquoi il y a ces éléments-là. Nous, en fait, ce qui nous intéresse plus, c'est quelle que soit l'origine du manque de confiance en soi ou de la sous-estimation du rang des élèves ou de leur surestimation de leur rang, en fait, quel est l'effet de corriger ça? Donc, c'est une question un peu différente, même si je suis d'accord qu'en fait, les origines pourraient être intéressantes à investiguer. Donc, si je comprends bien… Attends, Louis, attends, oui. peut-être, parce qu'il y a une question d'Axel, une question de pardon. Gabriel, et puis il faut aussi que Camille présente son papier. Donc rapidement, Axel et Gabriel, et puis après, Camille, peut-être il faut que tu avances. Oui, bonjour Camille. Juste une petite précision, si je comprends bien. Donc, les établissements scolaires n'ont pas du tout été associés à la démarche. Est-ce que vous avez des informations que vous avez collectées après le traitement pour savoir, par exemple, si les lycéens ont un peu processé l'information qui leur a été donnée sur leur rang auprès des enseignants, auprès des familles? Enfin, en gros, est-ce que vous arrivez un peu à comprendre finalement comment ce traitement a fonctionné? Ouais, non, ça, on n'a aucune info. Ce serait super intéressant. Mais on ne l'a pas. Et d'ailleurs, là, on est en train de réfléchir à un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire dans les étapes à venir, notamment parce qu'on aimerait continuer à travailler sur ces questions-là. Je pense que c'est une question clé, le rôle des enseignants. Oui, juste pour du coup un peu revenir sur la question de Louis. Donc, il y a quand même une question de savoir si un élève qui a 16 dans un lycée et 16 dans un autre lycée, en fait, il a le même niveau. Et du coup, est-ce que vous avez essayé quand même de regarder si en gros ce que vous fournissiez, ça correspondait, enfin, après, quelle note on prend, c'est important, mais vous pouvez benchmarker avec des données sur le bac que vous avez aussi, j'imagine, des notes. Est-ce que vous voyez que en gros, prendre la distribution des notes au bac, prendre la distribution des notes, c'est la même chose, ou est-ce qu'en fait, il y a certains élèves, peut-être ils ont des bonnes notes, mais ils sont dans des lycées qui surnotent, et effectivement, peut-être que c'est pas forcément si absurde que ça pour eux de se sous-estimer, je ne sais pas. Hein. Et du coup, est-ce que du coup, on voit que quand ils changent leur comportement suite à votre intervention, est-ce qu'ils ont les mêmes chances que les autres de réussir ou pas? Est-ce que vous êtes en mesure de regarder ça? Alors, en fait, on a regardé la corrélation entre les notes au contrôle continu et les notes au bac. En sachant que pour l'instant, nous, ce qu'on a, les infos qu'on a à nouveau dans Parcoursup, c'est les mentions au bac. Donc, l'information est un peu plus catégorielle que continue. En revanche, à nouveau, on a trouvé une corrélation extrêmement élevée entre les notes du contrôle continu et les notes au bac. On ne l'a pas fait établissement par établissement, parce que clairement, s'il y a des établissements qui sous-notent et des établissements qui surnotent, on observerait un écart plus important entre les notes au bac et les notes de contrôle continu dans certains établissements. C'est quelque chose qu'on pourrait faire un peu plus à l'échelle établissement, j'imagine. Ouais. Et je vais essayer de continuer. Je vois qu'il est 40. Vas-y, ouais. OK, donc on a utilisé notre enquête pour mesurer la confiance. Allouer les participants au groupe contrôle et au groupe traitement dans lequel on leur fournit l'information sur leur position dans la distribution. Et enfin, un premier outcome auquel on s'intéresse, c'est on leur demande, à ton avis, parmi tous les programmes que tu listes, quel est celui quel est le plus probable dans lequel tu vas terminer? Ce qui est un peu une mesure de à la fois leur perception de leur chance d'admission et conditionnellement avoir une offre, leur préférence et à quel point ils vont accepter l'offre. Je mentionnais le tableau. Donc, on a un tableau ici où on compare les caractéristiques des élèves dans les données administratives de Parcoursup ici et dans nos données d'enquête, à la fois pour le groupe contrôle et pour le groupe traité.
Donc là, pour mesurer un peu la validité interne, mécaniquement, les caractéristiques des élèves sont quasiment les mêmes dans le groupe contrôle et dans le groupe traité, avec une toute petite différence ici sur le pourcentage d'élèves qui ont les mentions très bien. Un point qui était potentiellement plus surprenant, c'est sur la validité externe, à quel point notre échantillon est représentatif des élèves qui font des vœux sur Parcoursup. On a une très bonne représentativité en termes de où ils se situent dans la distribution. Donc vraiment, on a des élèves un peu à tous les niveaux. On a une très bonne représentativité en termes de est-ce qu'ils viennent de l'Île-de-France ou pas. En termes d'âge, bon, là c'est moins surprenant parce qu'on les a sélectionnés là-dessus. Deux différences à noter. On a un peu plus de femmes dans notre échantillon d'enquête et on a un petit peu plus, 4 points de plus d'élèves qui sont classifiés comme d'origine sociale défavorisée. Et pour faire cette classification-là, on a utilisé la profession des parents telle que codée dans l'INSEE. Donc, bon, vu qu'il est 43, en fait, je vais passer très rapidement parce que ça, c'est plus un constat. Dans les données, on a pris les données de Parcoursup pour mesurer les inégalités de candidature dans le supérieur. Et donc, ce que je montre ici, c'est conditionnellement à avoir la mention très bien, la mention bien, assez bien et pas de mention. Quelle est la différence entre les hommes et les femmes dans la probabilité de classer au moins une CPGE? Et on a 20 points de différence. Donc, les femmes ont 20 points de pourcentage de moins de chances de classer une CPGE, ce qui se traduit par une différence assez nette dans la probabilité d'être admis entre les hommes et les femmes. On observe des différences en haut de la distribution très marquées aussi en fonction de l'origine sociale. Ici, on voit que la ligne pleine ici, c'est pour les élèves d'origine sociale favorisée, la ligne en pointillé pour les élèves d'origine sociale défavorisée. À nouveau, pour les élèves qui ont la mention très bien, les élèves d'origine sociale défavorisée, en moyenne, ont 15 points de pourcentage. La probabilité qu'ils classent au moins une CPGE est inférieure de 15 points. Et du coup, la probabilité qu'ils intègrent une CPGE est inférieure de 11 points. Un point intéressant ici, c'est que en fait, les écarts dans les candidatures sont plus larges que les écarts dans les admissions, ce qui suggère déjà une première autocensure, parce que conditionnellement à candidater, en fait, ils ont des très bonnes chances d'être admis, voire des chances plus élevées. Ensuite, comment mesure-t-on la confiance en soi? Donc, on demandait aux étudiants de deviner leur rang dans la moyenne générale, le rang de leur moyenne générale dans la distribution des notes des élèves. Donc, dans un premier temps, on leur demandait quelle est ta moyenne générale au premier trimestre de terminale. Et ensuite, on leur disait, si on vous classe, vous et 100 autres élèves de bac général, en fonction de votre moyenne générale, à votre avis, quel pourcentage de ces élèves a une moyenne inférieure à la vôtre? Et ils avaient un petit slider ici, ils pouvaient se positionner. S'ils se mettaient à 73, on leur disait, vous pensez que vous êtes parmi les 27% des meilleurs étudiants en termes de moyenne générale. Et pour être sûr pour mettre des incitations à ce qu'ils reportent de façon sincère leur perception de leur position dans la distribution, tous ceux qui étaient à plus ou moins 3 rangs de leur vraie position pouvaient gagner une carte cadeau de 100 € sur Amazon. Donc, qu'est-ce qu'on trouve ici sur les écarts de confiance? À nouveau, hein, ça c'est en anglais, mais on a les mentions sur l'axe des abscisses ici. On a les élèves qui n'ont pas de mention, les élèves à mention assez bien, mention bien et mention très bien. Et ce que je vous montre ici, c'est le rang qu'ils ont deviné pour les hommes ici et pour les femmes en pointillé. Donc, ce qu'on voit, c'est que, et ça répond à nouveau à la question de Gabriel, en bas de la distribution, en fait, on a très peu de différence dans le rang perçu des élèves en fonction du genre. En revanche, dès qu'on arrive aux élèves qui ont une mention bien, voire encore plus pour les élèves qui ont une mention très bien, on a des écarts forts dans la perception de où ils sont dans la distribution. Et ce coefficient-là, il nous dit que pour 2 élèves qui ont une mention très bien, les femmes, en moyenne, les filles, devinent un rang qui est 8 rangs inférieur à celui des hommes. Donc, c'est des gros écarts dans la distribution. Si on fait la même chose en fonction de l'origine sociale, on observe que les élèves d'origine sociale défavorisée devinent un rang qui est 5 rangs inférieur à celui des élèves d'origine sociale favorisée. Et donc, ce qu'on fait dans une deuxième étape, c'est qu'on apparie ces données sur la confiance avec les données sur les vœux reportés par les élèves. Et on va regarder quelle est la corrélation entre les deux.
Donc, les outcomes auxquels on s'intéresse, c'est le prestige d'une formation qu'on définit comme la mention au bac moyenne des étudiants qui sont inscrits dans la formation à l'issue de tout le processus d'admission. Et donc, parmi la liste des vœux, on va regarder le prestige de la formation la plus prestigieuse, donc le max prestige. Ce qu'on appelle min prestige, c'est la formation la moins prestigieuse de la liste. Le prestige moyen des vœux formulés. Et est-ce qu'un élève candidate dans au moins une classe préparatoire? Et en termes de la formation finale à laquelle, dans laquelle ils sont admis, on regarde quel est le prestige de cette formation finale et est-ce qu'ils sont admis dans une CPGE. Et donc, ce que je vous montre ici, c'est ces coefficients-là. Donc, la régression, c'est chacun de ces outcomes ici sur le coefficient de confiance tout en contrôlant, et là c'est important, tout en contrôlant pour le rang réel de l'élève. Donc, l'idée, c'est qu'on a bien 2 élèves qui ont exactement le même rang réel dans la distribution. Et ce coefficient, il nous dit quel est l'effet d'augmenter la perception de mon rang dans la distribution, donc d'être plus confiant en moi. Et donc, ce qu'on voit, c'est que un élève, par exemple, donc la façon de lire ce coefficient, c'est qu'un élève qui se positionne 10 rangs plus haut dans la distribution des notes, qui perçoit son rang comme 10 rangs plus haut, candidate ou a un prestige maximum de la liste des vœux qui est 0,07 standard écart type plus élevé. Un élève qui se perçoit comme 10 rangs plus haut dans la distribution a 3 points de plus de pourcentage de chance de classer au moins une CPGE et 1,5 points de pourcentage de plus de chance d'être admis en CPGE. Donc là, ce qu'on voit, c'est que, et pour l'instant, c'est uniquement descriptif, mais pour 2 élèves qui ont exactement le même rang, la confiance en soi joue un rôle clair à la fois dans les vœux qu'ils reportent et dans les admissions. Et 10 points de confiance, Camille, c'est à peu près l'ordre de grandeur de la différence garçon-fille en haut. C'est à peu près, ouais, c'est ça. Enfin, c'est un peu plus, d'accord, c'est ça, c'est OK. Ouais, exactement. Donc ensuite, comment est-ce qu'on corrige le manque et l'excès de confiance en soi de façon très simple? On informe les étudiants sur leur vraie position dans la distribution. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on leur montre ici, en blanc, la position qu'ils ont, le rang qu'ils ont deviné, et en noir, leur rang réel. Et quand ils étaient à plus ou moins 3 points du rang réel, on leur montre l'information, on leur dit « Ah, tu étais tout pessimiste, tout optimiste, enfin l'inverse de optimiste. » Quand ils étaient entre 3 et 10, on leur montre en jaune. Et quand ils étaient plus de 10 rangs, quand l'erreur est de plus de 10 rangs, on leur montre l'information en rouge. Et donc, ce qu'on va regarder ensuite, c'est une fois qu'on a donné cette information à 50% de l'échantillon, quel est l'effet de cette information? Et donc, la façon dont je vais vous montrer les résultats ici, c'est que systématiquement, je vous montre les résultats sur les candidatures des élèves, avec dans la première colonne le prestige maximum, dans la deuxième colonne le prestige minimum de toutes les candidatures, le prestige moyen et la probabilité de classer au moins une CPGE. Et ensuite, on regarde quel est l'effet sur l'allocation finale, avec le prestige de l'allocation finale et la probabilité d'être admis dans une CPGE. Et donc, dans la régression qu'on utilise ici, on a une variable continue pour la confiance en soi, qui est l'écart entre le rang deviné et le rang réel. Donc, cette variable-là, plus elle augmente, plus les élèves sont confiants en eux. On a une variable binaire pour est-ce que les élèves sont dans le groupe traité, est-ce qu'ils ont reçu l'information sur leur rang réel et l'interaction des deux. Et donc, ce coefficient tout en haut là, il nous dit, c'est ce que je vous ai montré graphiquement précédemment, c'est quel est l'effet de se positionner 10 rangs plus haut dans la distribution sur mes candidatures. On le voit comme précédemment, ça augmente le prestige maximum, le prestige moyen et la probabilité de candidater en CPGE. Ce coefficient-là, il nous dit quel est l'effet de donner de l'information pour les élèves qui avaient correctement deviné leur rang dans la distribution. De façon non surprenante, on n'a aucun effet puisqu'ils avaient correctement deviné leur rang. Et le coefficient qui nous intéresse le plus, c'est celui-ci, qui nous dit, on sait que la confiance en soi jouait un rôle assez déterminant dans le prestige maximum, le prestige moyen, la candidature en CPGE et les admissions. Est-ce qu'on arrive à annuler, à quel point est-ce qu'on réduit le rôle joué par la confiance en soi? Et ça, c'est ce que
ce coefficient-là nous donne. Et ce qu'on voit ici, c'est que alors que la confiance en soi avait un effet de 0,6, on le réduit de 0,5. Donc en fait, on tue quasiment le rôle de la confiance en soi pour le prestige maximum. On le réduit très significativement pour le prestige moyen. Aussi pour la probabilité de candidater en CPGE, même si là, on manque un peu de pouvoir pour le détecter, mais on réduit le rôle de la confiance en soi dans la probabilité d'être admis en CPGE. Une autre façon de vous montrer ces résultats-là, c'est si on fait une régression de quel rôle joue la confiance en soi sur les candidatures et les admissions uniquement dans le groupe traité. Maintenant, ce qu'on observe, c'est que dans le groupe traité, la confiance en soi ne joue plus aucun rôle sur les candidatures des élèves et sur leur match, enfin leur allocation finale. Une question évidente, je regarde juste l'heure qu'il est, parce que je voudrais garder du temps. Ok, il est 52. Je vais être assez rapide. Donc, une question évidente, c'est est-ce que intuitivement, booster la confiance en soi des élèves qui manquent de confiance en soi, c'est tout bénef. Enfin, on les incite à être plus ambitieux dans leur candidature. En revanche, est-ce que c'est bon de dire à des élèves « Ah, tu es trop confiant en toi », peut-être qu'on va les décourager de candidater et peut-être qu'en fait, ça va être coûteux en termes de la qualité ou le prestige final de leur affectation. Ce qu'on trouve, c'est que, donc si je commence ici pour les élèves qui ont un déficit de confiance en soi, en leur disant qu'ils manquent de confiance en soi, ils candidatent beaucoup plus dans des formations prestigieuses CPGE et ça ne se fait pas au détriment des candidatures dans les options de sécurité. Parce que c'était une autre crainte, c'est on booste leur confiance en soi. Peut-être qu'ils vont juste tous candidater dans des formations super prestigieuses au détriment des options de sécurité. Ce n'est pas ce qu'on trouve. Donc, globalement, pour eux, on a un effet très positif pour les élèves qui manquent de confiance en soi. Ce qu'on trouve pour les élèves qui avaient un excès de confiance en soi, c'est intéressant, c'est qu'en fait, avant l'intervention, donc dans le groupe contrôle, c'est des élèves qui ont tendance à candidater dans des établissements trop prestigieux pour eux, où ils n'ont pas vraiment de chance d'être admis. Donc, quand on leur dit « Ah, tu es trop confiant en toi », en fait, ils révisent leur candidature à la baisse, mais ça ne change rien à leur affectation finale parce que ne plus candidater dans les formations qui étaient trop ambitieuses pour eux, en fait, ça fait juste qu'ils ont peut-être le top 2 des candidatures qui sont plus classées, mais l'affectation finale reste inchangée. Avec un petit caveat que là, on a en termes de pouvoir statistique, ce n'est pas impossible qu'il y ait un petit effet négatif sur ces élèves-là, ce qui pose la question de si on faisait un passage à l'échelle, est-ce que peut-être qu'on voudrait uniquement corriger la confiance en soi pour les élèves qui manquent de confiance en soi et les élèves qui sont trop confiants en eux, peut-être qu'on les laisse tranquilles et on ne leur dit rien. Il y a une question qui se pose, mais en tout cas, nous, on ne trouve pas vraiment d'effet négatif large sur ces étudiants. Ce n'est pas impossible qu'il y ait un effet négatif petit. Dernière question importante, est-ce qu'en informant les élèves sur leur rang, on réduit les inégalités de genre et sociales dans l'accès aux filières prestigieuses? Et donc, pour rappel, les élèves qui manquent le plus de confiance en eux, c'est les très bons élèves, donc les mentions très bien, qui sont d'origine sociale défavorisée, les femmes. Et donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on regarde quel est l'effet de l'intervention sur leur candidature et leurs admissions, avec une spécification très simple. On a une variable binaire pour est-ce que l'élève est d'origine sociale défavorisée, une variable binaire pour est-ce que l'élève reçoit le traitement et l'interaction des deux. Et donc, le coefficient du haut nous donne l'écart d'ambition entre élèves d'origine sociale favorisée et défavorisée dans le groupe contrôle. Ce qu'on voit, c'est que nous, dans notre échantillon, les élèves d'origine sociale défavorisée ont 30 points de pourcentage de moins de chances de candidater en CPGE. On comble et on résorbe complètement cet écart. On résorbe aussi 95% de l'écart entre élèves d'origine sociale favorisée et défavorisée dans la probabilité d'être admis en CPGE. Donc ça, c'est les effets qu'on trouve à nouveau. Ça, c'est vraiment le haut de la distribution. Vous voyez ici, on a moins d'observations parce qu'on a gardé uniquement les élèves qui ont une mention très bien. Pour les élèves qui sont plus bas dans la distribution, vu qu'il y avait moins d'écart de confiance, on trouve des effets beaucoup plus faibles sur les écarts de confiance. On fait la même chose sur les écarts d'ambition hommes-femmes. Ce qu'on trouve, c'est que dans notre échantillon, les filles qui ont une mention très bien ont une probabilité de candidater en CPGE qui est 32 points de pourcentage inférieure à celle des garçons.
en leur donnant de l'information, on réduit cet écart de 20 points, ce qui correspond à une réduction de 61% de l'écart initial dans la probabilité de candidater, et on réduit l'écart dans la probabilité d'être admis de 72%. Donc, je pense que j'ai quasiment... Voilà, il me reste 3 minutes, donc je vais conclure. Et en fait, plutôt que de conclure, je pense que vous avez... Donc, les conclusions principales, c'est des très fortes différences de confiance en soi en fonction du genre et de l'origine sociale, mais uniquement tout en haut de la distribution pour les meilleurs élèves. Ce qu'on trouve aussi, c'est que ces écarts de confiance, ils sont responsables en partie des écarts d'ambition ou de candidature des élèves, et qu'il est possible de corriger ça en informant les élèves de leur position dans la distribution. C'est une information qui est peu coûteuse, qui est facile à mettre en place et aussi facile à passer à l'échelle. Et ce que je voudrais juste pour conclure, au vu de ce qu'on apprend de cette étude, quelles sont les suggestions concrètes pour lutter contre l'autocensure? On en a 3 principales qui sont uniquement vraiment basées sur quel rôle joue l'information et sur le rang des élèves. Je ne me prononcerai pas sur d'autres outils. Il nous semble assez approprié d'informer les élèves sur leur rang dans la distribution des notes, donc c'est ce qu'on a fait ici, mais aussi sur le profil des élèves qui sont admis les années précédentes dans chacune des formations. Parce que bien sûr, être dans le top 20%, ça n'a pas la même valeur quand on candidate en CPGE et quand on candidate dans une autre filière moins sélective. Et donc, les élèves, ils ont besoin pas uniquement de leur rang, mais aussi de savoir où est-ce qu'ils se positionnent parmi les élèves qui ont été admis les années précédentes pour arriver à estimer leurs chances d'admission. Et enfin, je pense qu'un point important, c'est quand on corrige la confiance en soi des élèves, on joue à la fois sur leur perception de leurs chances d'admission dans les programmes et aussi peut-être sur leur perception de leurs chances de succès dans une formation. Et je pense que ça, c'est 2 éléments qui sont un peu différents. Et fournir de l'information aux élèves sur leurs chances de succès, ce serait aussi, je pense, quelque chose d'utile. Et bien entendu, il y a toute une discussion sur les dates du bac. Avancer les dates du bac, ce serait une solution assez naturelle au manque d'informations des élèves sur leur position dans la distribution des notes, puisque le bac fournit une évaluation nationale standardisée. Et juste pour mentionner en 1 minute, il y a un projet à partir de nos résultats de recherche, il y a un projet expérimental qui s'appelle Mon projet Sup par Hugo Gimbert, qui vise justement à essayer d'intégrer certaines de ces recommandations. Et donc, l'idée, c'est de demander aux élèves quel est ton profil, quelles sont tes préférences, et ensuite de pouvoir initier une discussion entre les élèves et les conseillers d'orientation. Peut-être qu'ils ont changé de nom. Et surtout, en fait, de fournir des recommandations aux élèves qui correspondent à leurs préférences. Par exemple, ici, on a les CPGE, MPSI. Et dans ces recommandations-là, de leur dire pourquoi est-ce qu'on vous suggère ça? Parce qu'au vu de la moyenne auto-évaluée de 16,5, parmi les lycéennes et lycéens de série de bac général qui sont admis dans ce type de formation en 2022, la moitié avait une moyenne générale dans l'intervalle 15-17. Donc ça, c'est toutes des choses qui sont très simples à mettre en œuvre et qui permettraient de fournir beaucoup plus d'informations aux élèves et de corriger les inégalités d'accès à l'information qu'on semble observer nous. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Camille. C'est vraiment super impressionnant ce papier, je trouve. Est-ce qu'il y en a... Prenons le temps de quelques questions ou réactions ou commentaires. Allez-y. Camille? Ouais. Oui, désolé, je ne vois pas s'il y a d'autres gens qui lèvent la main. Donc, c'est bon, je peux y aller ou... Vas-y, vas-y. On prendra Nagui ensuite. Ouais. Ok, juste moi, quelque chose qui me gêne pas mal et je pense qu'il est quand même important, qui serait quand même important de dire par rapport à la littérature, c'est ce que dit Gabriel, c'est qu'en fait, quand vous leur donnez le rang basé sur les notes au contrôle continu, en fait, vous-même, vous vous trompez sur, c'est pas leur rang dans la distribution nationale, c'est pas leur vrai rang dans la distribution nationale. Et du coup, vous leur donnez une information qui, pour certains, va être optimiste, pour certains, va être pessimiste par rapport à la réalité. Et ça permet de close le gap, mais c'est en donnant une information un peu fausse. Alors peut-être que du coup, c'est une information qui est renforcée
et que du coup, c'est pour ça, en fait, comme vous leur donnez un gap qui en fait est plus grand que le vrai gap, et ben, du coup, vous avez un effet plus fort, c'est aussi possible. Donc, je me demande, ça serait quand même pas mal de savoir ça pour pouvoir comprendre si, voilà, est-ce que vous leur donnez un rang qui est proche de leur vrai rang national ou est-ce que vous leur donnez un rang qui est surestimé ou sous-estimé? C'est peut-être aussi pour ça. C'est comme peut-être que comme vous avez des écarts qui sont plus grands que la réalité, et ben, du coup, vous avez un effet qui est plus fort parce qu'en fait, vous donnez un écart à la base qui n'est pas l'écart qui correspond à celui de la distribution nationale. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, moi, ça, c'était un peu une source d'inquiétude aussi. On n'a pas trouvé des grosses différences de notation en fonction des établissements. On pourrait creuser plus, et je pense qu'au vu des commentaires là, c'est sûrement quelque chose qu'on devrait creuser plus. Mais en pratique, ce qu'on fait, et à nouveau, je pense que vraiment la façon de le faire, dis-moi si ça te convaincrait, si on arrive à montrer que en fait, l'écart entre les notes au bac et les notes au contrôle continu, en fait, sont relativement homogènes entre les établissements. Dans ce cas-là, c'est quand même un argument qui va à l'encontre de cette crainte-là, qui est en fait dans les bons établissements, les élèves sont systématiquement sous-estimés, dans les mauvais établissements, ils sont un peu systématiquement surestimés, et ça expliquerait d'où vient. Parce que ça, on ne l'a vraiment pas trouvé. On trouve une corrélation, on regarde par... je ne l'ai pas ici, le graphe, mais on regarde en fonction de leur position dans la distribution et notamment des mentions au bac, quelle est la corrélation entre les notes de contrôle continu et les notes au bac, et on trouve des très fortes corrélations. Donc en fait, moi aussi, j'avais cet a priori qui est on a des gros effets établissements et pratiques de notation différentes en fonction des établissements. Ça ne semble pas être super vérifié dans les données. Alors, ouais. Après, les mentions, c'est quand même du coup des très, très gros groupes de la distribution, quoi. C'est ça qui est un peu… voilà. Et quand tu dis les low SIS qui sous-estiment, alors on est déjà sur des gens qui sont en filière générale de ce que je comprends. Donc, c'est quand même une sélection. Peut-être qu'effectivement, c'est un problème qu'on perçoit parce que c'est plus… voilà, en filière générale, en fait, on est un peu moins sur ce cas-là et c'est plus ailleurs. Mais typiquement, dans le bas de la distribution, dans tous les gens qui n'ont pas de mention, là-dedans, vous êtes aveugle, quoi. Donc, ouais. Après, un autre point, c'est que si l'information qu'on donnait, elle était vraiment complètement fausse, on n'aurait pas d'effet, sûrement. Non, mais peut-être qu'elle est plus grosse que la réalité et que c'est pour ça que vous avez des effets plus gros que la littérature, tu vois. Ouais. Avançons un tout petit peu. Alors, dans l'ordre, Nagui Chichi, Cécile Bruyère, Hugo, allez-y. Oui, bonjour à tous, on m'entend? Oui. Bonjour à tous, bonjour Camille, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai quelques remarques par rapport à ce qui vient d'être dit. Il y avait la Cour des comptes qui avait fait un rapport au début de Parcoursup et une des recommandations, c'était de supprimer le lycée d'origine dans les infos que les formations du supérieur pouvaient utiliser pour classer les candidats et le remplacer par un indicateur qui corrige de l'écart entre les notes au bac et le note du contrôle continu. Donc, sous-entendu, il n'y a pas les mêmes pratiques de contrôle continu entre les lycées. Mais bon, en même temps, si vous arrivez à montrer que ce n'est pas trop un problème, moi, ça ne me choque pas, mais je pense que ça mériterait le coup de le prouver dans le papier. Ouais. Pour ce qui est de l'excès de confiance en soi, parce que vous parliez aussi d'excès de confiance en soi, je me demandais, parce que dans Parcoursup, je ne suis pas étonné qu'il n'y ait pas de résultat parce que je ne voyais pas comment dans Parcoursup on pouvait être impacté négativement du fait d'être trop ambitieux parce que voilà, maintenant les propositions elles sont non hiérarchisées, elles sont reçues simultanément. Enfin, je ne vois pas d'argument qui justifierait que l'excès de confiance en soi ait un impact négatif sur ton orientation finale. Ce qui n'était pas le cas dans APB, où là il y avait moyen de se tromper en étant trop ambitieux parce que le système n'était pas vraiment stratégique proof. Et aussi, si j'ai bien compris, la cohorte, c'est 2021. 2021, c'est le nouveau bac, donc c'est les nouvelles spécialités. Et en fait, c'est une phase de grosse incertitude pour à peu près tous les lycéens. Ils savent pas quelles sont leurs chances d'intégrer telle et telle formation du supérieur, tout simplement parce que là, il n'y a aucun exemple des années d'avant parce qu'on est sur le nouveau bac. Donc, je pense que ça vaudrait le coup, enfin, on ne peut pas refaire pour les années d'après, j'imagine, mais en tout cas, de préciser qu'on est aussi concomitant avec une réforme du bac. Voilà, merci beaucoup. Ouais, c'est un très bon point. Complètement sur le point. Peut-être des réponses et des questions assez rapides, même si que ceux qui intéressent restent, que les autres se sentent libres de partir, évidemment. Ça va sans dire, mais voilà. Et réponse rapide sur quel est l'effet de la surconfiance en soi. En fait, il y a un coût.
qui est ne pas recevoir d'offres. Et ça, ce n'est pas un coût négligeable. Je n'ai pas les statistiques ici en tête, mais en fait, les élèves qui sont trop confiants, s'ils candidatent que dans des formations où ils reçoivent pas d'offres, en fait, ça, c'est très coûteux pour eux. Ouais, ok, d'accord. Donc en fait, il y en a qui font aucun vœu de sécurité sur la dizaine de vœux dont ils ont à disposition. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Cécile Bruyère. Oui, bonjour. Donc, Cécile Bruyère de l'Inspection générale. Merci beaucoup, Camille. Très intéressant, votre étude, et je trouve quand même vraiment robuste, donc c'est quand même bien. Et je voulais dire deux choses. La première, c'est que la réforme est quand même là pour diminuer cet écart qu'on peut avoir entre établissements, puisque les contrôles continus, ils comptent pour le bac. Donc, les établissements se sont quand même réajustés. Et tu disais très justement, Camille, parfois, c'est beaucoup les lycées parisiens. Pour le reste de la France, on a moins d'écart. Voilà. Donc, et je suis assez rassurée de voir que dans votre conclusion, finalement, la corrélation est plutôt positive entre le contrôle continu et les notes du bac. Donc ça, c'est le premier point, je pense quand même, et je trouve qu'il est positif. Le deuxième, c'était par rapport à votre dernière conclusion, quand vous dites qu'il faudrait avancer le bac. Alors là, quand vous dites ça, en fait, finalement, parce qu'il est en mars, le bac, et pour qu'on puisse en tenir compte pour les vœux des élèves, il faudrait qu'ils soient encore avant. C'est-à-dire qu'en gros, il faudrait qu'ils soient en janvier, il faudrait qu'il y ait des notes en janvier pour que les élèves les aient avant de faire leurs vœux. Parce que là, même en mars, on est déjà après. Et déjà en mars, c'est compliqué. Enfin voilà. Donc, du coup, votre conclusion, elle est intéressante parce que malgré tout, moi, je suis sur une mission sur justement la réforme du lycée général et technologique. On voit quand même ce gros stress des élèves et des enseignants, de la transparence du supérieur, et donc de ne pas savoir à quoi s'attendre suivant son dossier. Donc voilà, pour moi, c'est un point important. Enfin, je pense que je le partagerai avec mes collègues de la mission. On est inquiet, les enseignants sont très inquiets de ce bac en mars. Ça perturbe énormément, c'est un des points difficiles. On est inquiet de savoir comment le supérieur va s'en emparer, parce que toute la question est là. Mais si en plus, vous dites qu'il vaut mieux que ce soit encore avant, dans ce cas-là, on peut encore changer. Voilà, ça pourrait être encore un changement à apporter, parce que je trouve que c'est intéressant, effectivement, si ça a une influence sur les vœux des jeunes. Voilà. En fait, sur ce point-là, et là, moi, vraiment, j'ai fait cette recommandation en dernier. Clairement, je pense qu'il y a des arbitrages. Je sais que l'avancée de la date du bac a créé du stress et tout, donc c'est suggestion que. Mais un point important, en fait, c'est que actuellement, l'avancée jusqu'en mars, en fait, elle est surtout motivée pour que les établissements supérieurs puissent avoir l'information sur les notes au bac, mais les élèves, ils en bénéficient. Voilà. Exactement. Ouais. C'est tout à fait ça. Et du point de vue, en tout cas, des conclusions de mon article, quitte à avancer le bac, il vaudrait mieux que les étudiants puissent avoir leurs résultats avant de candidater. Et là, ça pourrait permettre de lutter contre le taux. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est là la question. On l'a avancé pour Parcoursup, pour les établissements supérieurs. On n'a pas pensé aux élèves, à l'avantage que ça pourrait avoir pour les élèves, mais du coup, de l'avancer encore plus. Et la question, c'est comment le supérieur s'en empare après aussi, d'avoir ces notes nouvelles. Il y a donc cette idée d'équité entre établissements, du coup, qui s'atténue. C'est pour ça que il y a quand même des points positifs, même si c'est dur pour les enseignants. Mais merci beaucoup, vraiment. Merci à vous, merci pour votre intervention. Alors, Hugo Gimbert, une dernière question. Vas-y. Merci pour l'exposé. C'est vraiment un travail impressionnant. C'était juste une petite réaction par rapport à la réaction de Nina Guyon, je crois, sur le fait que la moyenne générale, oui, mais alors c'est pas la même dans chaque lycée, la façon de noter et tout. Il faut savoir que finalement, le signal qui est envoyé par rapport aux moyennes générales aux lycéens, là, c'est le même qui est envoyé aux formations pour classer et décider ou non de l'admission sur Parcoursup. Donc, c'est complètement cohérent. Finalement, les biais qu'il peut y avoir entre lycées, il faut savoir que la grande majorité des formations du SUP, elles ne prennent pas le temps de regarder lycée par lycée d'où il vient celui-là, parce que typiquement en médecine, en droit, il y a des milliers de candidatures.
Donc, on Oui. est complètement cohérent. Et même, je trouve ça… Alors, je ne sais pas ce qu'on entendait par distribution nationale, mais en fait, moi, je ne sais pas non plus vraiment bien la définir, une espèce de note absolue comme ça. En fait, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, dans le cadre du processus d'admission sur Parcoursup, je ne saurais pas définir ça. Voilà. Merci encore pour l'exposé, Camille. Merci, Hugo. Ok, super, merci beaucoup Camille, c'était vraiment, comme tout le monde l'a dit, hein, c'est vraiment un super papier, c'est pour ça qu'on avait très envie de t'entendre. Merci à tous d'être venus et merci pour vos questions et vos interventions. Je vous invite à garder le contact avec Camille si vous voulez réformer Parcoursup.